J'ai gagné à la loterie, et j'ai reçu des lettres de toutes les personnes qui m'ont offensé une fois. La nouvelle de la victoire ne fut pas une vague de joie, mais un tremblement de terre qui renversa l'échafaudage de ma vie ordinaire, me laissant au milieu d'une ruine dorée l'instant même où la femme de la loterie m'a confirmé la somme, la voix monotone et professionnelle contrastant avec le chaos dans ma poitrine. J'ai su que je n'étais plus moi, j'étais devenu un réservoir financier ambulant. Une cible désignée pour tous les regrets et toutes les avidités du monde. Cette prise de conscience fut immédiatement suivie par l'arrivée du courrier, une marée montante qui ne s'arrêtait jamais. Les premières lettres étaient timides, hésitantes, mais elles se sont rapidement transformées en un déluge organisé, des sacs entiers déversés par un facteur désormais habitué à l'anomalie de ma boîte aux lettres débordantes. L'appartement s'est vite mué en un sanatorium épistolaire, un lieu où les âmes malades venaient déposer leurs mots, leurs justifications et leurs espoirs de guérison par procuration. Et je me suis reclus, coupant mon téléphone, tirant les rideaux, choisissant de vivre dans l'obscurité pour mieux analyser la lumière crue que ma fortune projetait sur la noirceur de l'humanité. Pour gérer cette invasion, j'ai créé un système d'archivage d'une complexité quasi scientifique, un projet qui a absorbé toutes mes heures d'éveil. J'ai acheté des classeurs à levier, des chemises de couleurs spécifiques, des étiquettes autocollantes de différentes tailles pour chaque degré de trahison, classant les expéditeurs non seulement par leur nom, mais par la nature et la gravité de leurs fautes passées. Le rouge vif pour les trahisons ayant causé un préjudice financier direct, le bleu marine pour les blessures émotionnelles et les humiliations publiques, et le vert pâle pour les opportunistes purs, ceux qui n'avaient jamais fait de mal mais qui voulaient juste une part du gâteau. Chaque lettre était lue, analysée, et une fiche détaillée était créée, notant la date de la faute, l'impact sur ma vie, et la stratégie de manipulation employée dans la lettre. La flatterie excessive, l'invocation de liens familiaux ou l'utilisation d'une maladie personnelle comme levier, ce travail méticuleux était ma seule encre, ma façon de transformer le chaos émotionnel en un ordre froid et contrôlé. J'ai observé des tactiques de manipulation fascinantes, d'une audace qui frisait l'art Marc, l'ancien bourreau, excellait dans l'art de la causalité inversée, insistant que ses brimades m'avaient donné la trempe et la résilience nécessaires pour réussir, et qu'il était donc, moralement, co-investisseur de ma victoire. Sophie, l'ancienne amante, pratiquait la rétro-romance, réécrivant notre histoire comme une tragédie shakespearienne où elle avait dû s'éloigner pour me permettre d'atteindre mon plein potentiel, me demandant maintenant de l'aider à rattraper le temps perdu. Une phrase qui coûterait plusieurs millions d'euros. Les plus ignobles étaient les « appels à la justice divine », venant souvent de figures religieuses ou de membres de la famille, qui insistaient que Dieu m'avait donné cet argent non pas pour moi, mais pour être un canal de bénédiction pour eux, sous-entendant que ne pas partager serait un péché mortel. Mon unique interaction est devenue un dialogue fantôme incessant, où je répondais à haute voix aux lettres. Seul dans mon salon obscurci, je me tenais devant les piles de courriers et je répliquais, avec une ironie cinglante, aux justifications. Ah, tante Marguerite, tu dis que la vie est courte ? Elle ne l'était pas quand tu as oublié ma mère à l'hôpital. Maintenant, elle est courte et sans mon aide. Ce théâtre privé était essentiel, car il me permettait d'exprimer la rage et la vérité que je ne pouvais pas, ne devais pas, exprimer dans le monde réel. La réalisation que le silence total était la seule réponse valable est venue comme un éclair. Répondre, même par un refus sec, leur donnerait la satisfaction d'une reconnaissance, d'un point final. Or, je voulais qu'ils restent dans l'entre-deux, dans le doute atroce de savoir si leurs lettres avaient été lues, si leur espoir était encore vivant, condamnés à guetter un signe qui ne viendrait jamais. J'ai créé l'ouvrage le plus important de cette période. Le grand registre des fautes et des réclamations, un épais volume relié en cuir où j'enregistrais méticuleusement chaque faute, chaque offense subie, transformant le préjudice émotionnel en données quantifiables pour chaque entrée. Je notais le préjudice évalué en temps de souffrance, converti en heures, le taux de sincérité du repentir, de 0 à 100%, et le montant de rachat moral demandé. Ce registre n'était pas une liste de griefs. C'était une comptabilité de l'âme, un livre de comptes. L'argent était le dénominateur commun qui révélait la vraie valeur que les gens attachaient à leur propre conscience. Je travaillais sur ce livre comme un moine copiste. Chaque ligne étant une incision froide, chaque total une confirmation de mon isolement nécessaire. L'invasion ne s'est pas limitée au papier. L'espace numérique est devenu un autre champ de bataille. Mon ancienne adresse email, que j'avais cru morte, était submergée de courriers urgents de fonds d'investissement aux noms aguicheurs, et les réseaux sociaux, que j'avais désertés, regorgeaient de messages privés de gens que je n'avais pas vus depuis la maternelle, me souhaitant soudain un joyeux anniversaire et terminant par des phrases comme « Je pense que le destin a une raison de te mettre ça sur ton chemin ». Appelle-moi. La menace la plus insidieuse venait des « anonymes bienveillants » qui m'envoyaient des messages chiffrés, m'avertissant des dangers de la solitude du riche, me conseillant d'engager un gardien de confiance pour gérer mes affaires et ma sécurité, un gardien qu'ils proposaient bien sûr d'être, insinuant par cette peur qu'ils étaient mes seuls vrais alliés. Ma décision de disparaître n'était pas une fuite, c'était une mort volontaire, la liquidation de l'identité qui avait souffert. J'ai entrepris la création d'une nouvelle identité légale et numérique, effaçant l'homme blessé de tous les registres publics, devenant un nom nouveau, une fiche d'identité sans histoire, sans cicatrice. J'ai organisé une petite cérémonie dans l'appartement, une veillée funèbre ironique. J'ai pris ma vieille carte d'identité, la photo du jeune homme timide et un peu triste, et je l'ai brûlée dans une soucoupe, regardant la flamme consumer les bords et la photo se recroqueviller en cendres, symbolisant la fin du mois victime. Cet homme était mort, et son héritage n'était pas l'argent, mais le silence impénétrable que j'étais sur le point d'adopter.
Le départ fut un acte d'une précision clinique, sans la moindre trace d'émotion j'ai laissé le lit défait, les ustensiles non lavés, donnant l'impression d'une simple absence, mais mes boîtes d'archives étaient toutes scellées et parties vers un bunker sécurisé, mon trésor personnel et invendable j'ai pris mon passeport, le carnet du registre des fautes, et le ticket de loterie, encadré le seul objet de mon passé que je jugeais digne de m'accompagner, et j'ai quitté l'appartement pour la dernière fois sur la petite table de la cuisine, j'ai laissé une note cryptique au propriétaire, non pas une excuse, mais une déclaration. Ne touchez pas à la boîte aux lettres. Elle appartient désormais à l'histoire. C'était la séquence d'annulation finale, l'effacement de ma présence au profit de mon absence. Mon exil n'était pas une destination, c'était un état d'être, une succession de voyages vers des lieux où l'internet était rare et le courrier inexistant. Je me suis installé dans un petit village côtier où personne ne parlait ma langue, où mon histoire n'avait aucune résonance, où le seul jugement venait de l'océan, indifférent à la taille de mon compte en banque là, j'ai trouvé la véritable richesse, celle de l'anonymat total. Le luxe d'être un visage sans nom, une ombre sans passé je pouvais. Boire mon café sans voir dans le regard des gens la lueur du calcul, l'espoir de l'héritage, le désir de rachat. Mon silence, autrefois une arme défensive, est devenu une méditation, une paix absolue que les milliards ne pouvaient qu'acheter, mais non pas créer. Maintenant, des années plus tard, je ne pense plus aux lettres avec rage, mais avec une apathie bienveillante. Elles sont dans leur bunker, silencieuses, mon témoignage éternel de la nature humaine face à la fortune inattendue. Mon unique obligation est de maintenir ce silence, de ne jamais me trahir, de ne jamais donner un signe de vie à ceux qui ont voulu ma chute ou ma bourse. Mon héritage ne sera pas la fondation ou le don caritatif qu'ils ont tous espéré, mais l'absence totale de réponse, là. Preuve définitive que, parfois, le prix d'une blessure est payé non pas par la justice, mais par la privation d'une seconde chance, et que le silence d'un homme riche est la note la plus coûteuse de toutes.